Je suis ici ce matin pour essayer de vous amener à réfléchir sur un cadre de référence en évaluation, vous positionner, où est-ce que vous vous situez dans le cadre de référence que je vais vous proposer. Essayez d'avancer dans la perspective de converger. Comment on pourrait faire un pas pour essayer de se rapprocher dans nos pratiques respectives. Donc, l'objectif est d'éviter de se polariser et de se cristalliser dans des positions extrêmes, mais de tenter de se situer et de voir venir comment pourrait-on faire un pas pour converger. Je n'ai que très peu de compétences en langue, j'en ai pour m'exprimer, j'en ai pas dans le sens de votre expertise disciplinaire, ce qui fait que je n'apporte pas de réponse à vos questions pointues. J'apporte des questions, j'apporte un terrain de jeu à partir duquel vous pourrez trouver les réponses à vos questions. Alors, sans plus tarder, je vais mettre le menu du jour au jeu. Ce sera une journée, une avant-midi interactive. Je vais vous faire travailler. On va examiner ensemble un cadre de référence en évaluation des compétences à partir d'un atelier où vous allez devoir bâtir un réseau de concepts. On va examiner différents types d'outils d'évaluation. On va essayer d'en voir les avantages, les inconvénients. On va se demander, c'est beau, une grille d'évaluation, mais est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Est-ce qu'il y a des règles à suivre? J'ai moi-même élaboré des grilles qui ne fonctionnaient pas pendant à peu près 10 ans avant de me dire comment faire pour que des grilles fonctionnent. Donc, je vais partager avec vous les pièges dans lesquels je suis souvent tombée et qui m'apparaissent comme parfois des éléments clés pour que les grilles soient plus efficaces. S'il nous reste du temps, parce que je veux quand même vous permettre d'exprimer vos questions, je veux quand même permettre les échanges, s'il nous reste du temps, j'ai prévu un atelier de mise en situation REPFRAN. Donc, comme si un prof vous consultait et vous demandait des réponses, j'aimerais vous faire travailler à partir du cadre de référence de ce matin à un exercice spécifique. Si jamais on n'a pas le temps de le faire, je vous l'expliquerai quand même, vous l'aurez en devoir. Et on terminera avec une période de questions s'il y a des éléments que je n'ai pas couverts et qui vous préoccupent. Alors, c'est ce qu'on a au menu. On part avec, vous avez des petits papiers de couleur jaune et bleu sur vos tables. Vous en prenez un. Aujourd'hui, en 2015, j'aimerais que vous identifiez quel est un défi de l'évaluation des compétences. On est dans un cadre où on doit évaluer des compétences. Qu'est-ce que vous trouvez difficile à faire? Parce qu'un défi, c'est quelque chose qui nous demande un effort. Qu'est-ce qui, pour vous, est un défi, qui est difficile à accomplir, à assurer, à réaliser? Quelques mots sur le papier de couleur et vous m'apportez ça à l'avant. On va réinvestir ça dans une trentaine de minutes. Là, ce qu'on va faire, vous allez former des équipes de 3 ou de 2. Si vous êtes à des tables de 6, vous faites 2 équipes de 3. Si vous êtes à des tables de 5, vous faites une équipe de 3, une équipe de 2. Je vais vous distribuer le vocabulaire associé à l'évaluation des compétences. Ça va être sur des petits cartons. Vous allez prendre connaissance des mots qui sont sur les cartons. Vous allez regrouper ensemble les mots qui ont l'air d'aller ensemble pour essayer de bâtir un réseau de concepts autour du vocabulaire associé à l'évaluation des compétences. C'est certain que si je vous laissais aller librement, on pourrait avoir tous des réseaux différents qui se justifient, mais comme je veux vous emmener quelque part, progressivement, je ferai apparaître des indices et vous devrez réorganiser la construction que vous êtes en train de faire. Est-ce que ma consigne est claire? Vous aurez donc des enveloppes et vous repérez le carton « L'évaluation des apprentissages ». Ce carton-là va au centre de votre réseau. Et ensuite, vous positionnez les cartons qui ont l'air de se regrouper et de se recouper ensemble autour de ce carton-là. C'est clair? Donc, quand vos équipes sont constituées, vous venez chercher du matériel à l'avant. Alors, je vous arrête et on va jouer comme ça pendant 40 minutes. Donc, qu'est-ce que c'est une compétence? Il faut être au clair sur qu'est-ce que c'est une compétence si on veut évaluer une compétence. Donc, une compétence, les cartons gagnants, c'est un savoir-agir complexe où l'étudiant doit mobiliser des ressources dans une famille de situations.
Ça veut dire que évaluer une compétence, c'est demander à l'étudiant de réaliser quelque chose. Je pense que quand vous leur demandez des dissertations en français, on leur demande quelque chose. Je pense que quand les enseignants des domaines techniques leur demandent des projets, leur font faire des stages, leur demandent des travaux qui suscitent des habiletés cognitives élevées, ce sont des savoirs agir complexes. Donc, quand on évalue des compétences, il faut évaluer une réalisation, une production où l'étudiant va mobiliser différentes ressources dans une famille de situations. Qu'est-ce que c'est une famille de situations? Ça veut dire, il ne va pas faire ça juste une fois, puis c'est sur le coup du hasard qu'il l'a eu. Ça veut dire qu'il est capable de transférer dans plusieurs contextes semblables. Cette définition-là, c'est la définition qui a été proposée par Jacques Tardif et qui est quand même assez consensuelle dans le réseau. Donc, si on veut évaluer des compétences, il faut évaluer l'étudiant en action, en train de mobiliser différentes ressources dans différentes situations. C'est ça notre travail. Lorsqu'on va devoir attribuer une note à l'étudiant, on devra avoir vérifié qui est capable de faire ça, de mobiliser différentes ressources. Donc, ça demande la notion de compétence, ça demande à l'étudiant de produire quelque chose qui ne sera peut-être pas identique à ce que son voisin a produit. Parce que dans ces ressources, qu'est-ce qu'on a comme ressources? Quand je veux mobiliser mes ressources, c'est quoi mes ressources? Des connaissances, des habiletés, des textes de référence, des attitudes, des stratégies, des choses que j'ai acquis dans mon expérience. Donc, si je mobilise tout ça, ma réalisation, ma production, mon rendu va être différent d'un étudiant à l'autre. Hein? Donc, je devrais avoir demandé quelque chose qui fait en sorte que je vais corriger des choses qui sont très différentes d'un étudiant à l'autre parce que ce sera lui sa manifestation de la compétence. Donc, on doit trouver comment évaluer dans ce contexte-là. 2 prochains cartons à identifier. Vous avez un carton qui indique des perspectives traditionnelles. Vous avez un carton qui indique des perspectives nouvelles. 4 cartons en dessous de chacun d'entre eux. C'est reparti. Je vous arrête. Vous êtes très bon. Pourquoi j'ai choisi d'appeler ça perspective traditionnelle et perspective nouvelle? J'aurais pu choisir beaucoup d'autres mots. J'ai choisi perspective traditionnelle parce que ce qu'on appelle les façons de faire plus traditionnelles correspondent à des façons d'écrire les programmes qui sont différentes des façons d'écrire les programmes aujourd'hui. Donc, les perspectives traditionnelles, c'est les perspectives qu'on avait en évaluation quand on était dans des approches par objectif. Les perspectives nouvelles, c'est des postures qu'on a en évaluation quand on est dans une approche par compétence. Maintenant, avant même d'allonger mon discours sur ces 2 cadres de référence-là, je vous dirais que la vraie place à être, c'est quelque part entre les 2 pôles. On n'est pas complètement à un extrême, mais on ne peut pas être non plus complètement que dans les perspectives nouvelles. On est régi par toutes sortes de règles, on doit encore mettre des notes, il y a des actions qui sont exigées de nous qui fait en sorte que c'est pas vrai qu'on peut juste dire réussi ou échec et faire check. Donc, à ce moment-là, c'est normal de se situer quelque part entre les 2 pôles. Et ce que je vous invite à faire ce matin, c'est, au fur et à mesure que je parle, essayer de voir, vous, personnellement, vous vous situez où dans ce continuum-là, parce que c'est la piste qui va nous ramener éventuellement à converger. Qu'est-ce qu'on entend par perspective traditionnelle? Je l'ai dit un peu, c'est les approches par objectif. La façon dont les programmes d'études étaient bâtis quand moi j'ai été à l'école, puis je faisais un cours de biologie, par exemple, il y avait 60 objectifs à atteindre. Donc, s'il y avait 60 objectifs à atteindre, l'enseignant corrigeait les objectifs. On faisait des examens à choix objectifs qui portaient sur chacun de ces objectifs-là, connaître la cellule, connaître le système digestif, et on pouvait mesurer les acquis de l'étudiant pour chacun des objectifs. Donc, on était dans une posture de mesure. On était capable de mesurer la quantité d'objectifs atteints par l'étudiant. Et cette mesure-là était influencée par tout le courant psychométrique, par des outils quantitatifs,
par la règle de conduite de l'objectivité qu'on souhaitait la plus absolue possible. Cette objectivité-là a fait en sorte qu'on a mis des examens objectifs, des examens à choix multiples, parce que ça nous garantissait qu'on arrive à la même note. C'est plus objectif, il n'y a pas d'écart d'un enseignant à l'autre. Ces pratiques plus quantitatives faisaient en sorte qu'on voulait vraiment avoir un algorithme de calcul qui venait donner la note de l'étudiant. Donc, on calculait ce premier examen-là, la pondération, il vaut 40 plus celui-là, plus l'autre, puis en bout de ligne, c'est ce qui déterminait réussite ou échec. On était dans la posture de cumuler les objectifs atteints et c'est ce qui faisait foi de la réussite des cours. On est encore parfois pas loin de ça parce qu'on est contraint par nos PIA, mais cette façon de calculer la note découle d'une façon d'écrire les programmes qui était par objectif. Et le courant psychométrique nous amenait à porter un regard plus quantitatif sur nos résultats. Il y avait toute la notion de la courbe normale. On devrait, dans notre classe, avoir un certain nombre d'étudiants très forts, un certain nombre d'étudiants plus faibles et une majorité au milieu. Quand j'enseignais l'anatomie, jadis, dans l'approche par objectif, bien, si je faisais un examen, puis que la moyenne de l'examen, c'était 94 %, qu'est-ce que je me disais? C'était trop facile. C'était trop facile. Au lieu de me dire, je suis super prof, ils ont bien appris. Donc, on avait tendance, quand nous, on était des étudiants, à normaliser nos notes, à faire des opérations mathématiques pour ramener ça dans la norme. Donc, on pouvait se faire baisser nos notes, on pouvait se faire monter nos notes. À ma grande surprise, j'ai appris l'hiver dernier que c'est des pratiques qui existent encore au secondaire. C'est des pratiques. Quand je vous dis, on est quelque part entre les deux pôles, on a parfois des pratiques qui s'inscrivent dans une approche qui n'est plus tout à fait celle en vigueur aujourd'hui. Donc, la notion de manipuler une note, normaliser une note, c'est une pratique qui peut être remise en question. On était beaucoup dans les situations artificielles. J'ai fait un bac à McGill en physiothérapie et pour être déclarée physiothérapeute compétente, mes examens les plus difficiles, c'était dans un grand gymnase, 400 tables, des nappes bleu pâle, des évaluateurs à sarrau qui distribuaient les feuilles à l'envers parce qu'il n'était pas question que le premier étudiant ait 1 minute de plus que l'autre. Alors que dans la vraie vie, des fois, on a 1 minute de plus que l'autre, puis des fois, on a besoin de plus de temps, puis des fois, on a besoin de poser une question de clarification. Il n'était pas question de poser une question, on était pour avoir un avantage, alors que dans la vie, peut-être que certains ingénieurs devraient poser des questions avant de faire le poutre de pont. Donc, c'est une caricature, mais on gagne dans l'interaction, on gagne à être dans un modèle qui est plus authentique, qui est plus proche de la façon dans laquelle on va réinvestir ces acquis-là. Donc, la notion de situation artificielle, la notion de courbe normale, la notion de quantifier, se servir du chiffre pour attribuer la note, découle de la façon dont les programmes étaient écrits. Est-ce que c'était une mauvaise façon de faire? Non. C'était cohérent avec la façon dont les programmes, les cours, la structure étaient écrites. On était aussi dans l'évaluation punitive. Par exemple, en biologie, j'ai réussi la question 1, 2, 3, j'ai un point. J'ai raté la 4. Au lieu de mettre 0, des fois, on mettait moins 1 pour une notion mal réussie. La correction négative. Qu'est-ce que ça fait, la correction négative? Ça biaise la mesure. Parce que si j'ai réussi 10 bonnes réponses, qui devraient mesurer que j'ai atteint 10 objectifs, puis que les 10 suivants, je ne les ai pas, puis qu'on est en correction négative, ça va mesurer que j'ai 0 objectif d'acquis. Donc, la correction négative vient embrouiller la mesure. Oui? Oui, ben, j'ai eu l'impression qu'on a une perspective particulière dans la discipline français par rapport à ça, par rapport aux critères de la langue. Oui. C'est-à-dire que d'évaluer la compétence d'analyser des textes littéraires, puis là, on évalue la langue, on enlève des points, on soustrait des points sur la qualité de la langue. Il y a tout cet enjeu-là qui se passe dans le... C'est un gros enjeu. En fait, là, on est en train de placer le cadre. Quand je dis on se situe quelque part entre les deux pôles, il faudra voir quels sont les éléments pour lesquels on n'a pas le choix de composer avec. On est dicté par l'épreuve uniforme quand on est prof de français, mais quand on est prof du domaine technique,
on n'est pas dicté par l'épreuve uniforme. Donc là, ici, on est REP franc. On veut évaluer, aider les gens qui sont dans les domaines autres que français à évaluer la langue. Il faut être conscient de cet héritage-là et se demander, est-ce qu'on continue à se cristalliser dans cette position-là? Est-ce qu'il y a d'autres manières de faire? Et pour revenir à la notion de pénalité, ben, j'ai quand même lu un peu, avant de venir vous parler, j'ai quand même vu qu'il y a une tendance à aller vers l'évaluation plus positive. Au lieu de partir, puis on enlève 10 points pour la langue, on l'inclut dans les critères d'évaluation. Et ça, moi, je pense que pour les REP francs et pour les gens des disciplines, ça fait toute la différence. Un prof d'anatomie qui doit enlever 10 points pour la langue, puis que ça fait couler son étudiant, va se dire « je l'enlève-tu ». Alors que ce qui fait couler l'étudiant, ce n'est pas nécessairement le 10 points pour la langue, c'est le 35 points qu'il a perdu dans sa discipline. Donc, si c'est un critère parmi les autres, ce qui coule l'étudiant, ce n'est pas la langue, c'est sa faiblesse dans sa discipline. Donc, toute cette posture-là d'évaluation positive, d'évaluation négative, c'est des enjeux pour l'évaluation du français par rapport à l'épreuve uniforme, mais c'est aussi des enjeux pour l'évaluation du français quand on est dans une discipline autre. Donc, ça faisait partie de l'équation d'aller plus vers des approches punitives quand on était dans des perspectives plus traditionnelles. Les perspectives nouvelles. Bien, l'approche par compétence, on a dit, c'est un savoir-agir complexe. Un savoir-agir complexe, ça demande à l'étudiant de produire quelque chose, une réalité, une production, une réalisation. Donc, il va devoir, l'étudiant, lorsqu'il nous réalise quelque chose, nous remettre un produit, nous faire une performance qu'on devra évaluer dans sa globalité. Notre programme est structuré en fonction de compétences. Une compétence, c'est intégrateur de plusieurs actions. Donc, si je donne à mes étudiants une liste de participes passés, puis que je corrige, je ne suis pas dans une perspective de tâches intégratrices complexes. Je suis dans une perspective traditionnelle, morcelée. Est-ce que ça veut dire qu'on ne fait plus ça? Quand on est REP franc, on ne fait pas ça. Quand on est prof d'une discipline, on ne fait pas ça, des exercices de participes passés. Mais quand on est un prof de français, dans notre stratégie d'évaluation globale, puis dans nos stratégies d'enseignement et d'apprentissage, ça ne veut pas dire qu'on ne passe plus par le morcelé. On va parfois le faire. Mais ça ne devrait pas teinter l'épreuve finale qui devrait venir attester de l'intégration des apprentissages. Donc, on doit être conscient qu'il doit y avoir une notion de globalité, une notion intégratrice dans le jugement qui va être porté. Faire un test de lecture à des étudiants et leur demander un contrôle de lecture, est-ce qu'on est dans la compétence? Faire une lecture à un étudiant puis leur demander un paragraphe d'analyse à partir de cette lecture-là, est-ce qu'on est plus dans la compétence? Donc, le cadre de référence, il peut nous aider à nous positionner sur cette activité-là, cette tâche-là, dans quelle perspective elle se situe. Et si c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant pour mes étudiants, je peux le faire en cours de route. Mais ça ne devrait pas teinter mon épreuve finale qui devrait avoir une pondération assez importante pour sanctionner la compétence. Est-ce que l'étudiant peut faire quelque chose avec ce que je lui ai montré? Donc, cette perspective-là, plus nouvelle, où on va aller corriger des réalisations diversifiées, ça ne peut pas être aussi objectif que c'était dans l'autre perspective. C'est impossible. On corrige. Si je suis en graphisme, je vais corriger des campagnes publicitaires. Il n'y en a pas une de pareil. Je vais corriger des choses différentes. Ce n'est pas comme 50 copies à choix multiples. Ceci fait en sorte que le jugement professionnel de l'enseignant doit être au jeu. Et quand on parle de jugement professionnel, il faut être conscient que ce jugement professionnel-là va être teinté par notre propre subjectivité. Se faire croire qu'on peut on peut ne pas tenir compte de notre subjectivité, c'est se mettre la tête dans le sable. Par contre, il faut éviter l'arbitraire. Cette subjectivité-là, en étant conscient qu'elle est présente, il faudra se donner des balises pour s'assurer que le jugement est convergent, pour s'assurer qu'on ne dérive pas vers des postures arbitraires et qu'on nuit
à la note attribuée à l'étudiant. Mais il est clair que dans les nouvelles approches, parce que c'est si diversifié ce que les étudiants produisent, il y a une notion de jugement professionnel qui est au jeu. Ce jugement professionnel-là ne doit pas passer par nos propres opinions et ce que nous, on considère important d'évaluer. Il doit passer par le standard de performance qui est dans le devis ministériel. Et là, notre lunette, notre première lunette qui doit guider notre jugement professionnel. Donc, le standard de performance du devis ministériel, c'est une assise incontournable de la nouvelle perspective. L'évaluation positive est une piste à explorer. La situation authentique, essayez de placer les étudiants dans un contexte où ils vont devoir réinvestir ces apprentissages-là. Et ça fera des évaluations et des notes qui sont davantage significatives quant à la capacité à l'étudiant à être compétent, c'est-à-dire, dans diverses situations, produire des tâches complexes. Donc, ce sont les deux pôles. On ne peut pas être que dans la globalité, puis que dans le jugement professionnel, puis toujours dans la situation authentique, parce qu'on n'a pas toujours les ressources pour aller évaluer individuellement les étudiants dans des vraies situations réelles. Mais on devra se situer quelque part entre les deux pôles en essayant de attribuer à l'étudiant la note la plus représentative des apprentissages qu'il a réalisés. Elle est là, notre responsabilité. Attribuer la note la plus représentative. La plus représentative dans quel contexte? Vous aviez des cartons qui parlent de justice, d'équité, qu'on soit dans l'ancienne perspective avec des modalités plus traditionnelles, qu'on soit dans des nouvelles perspectives avec des modalités plus complexes, on devra toujours s'assurer que nos évaluations sont justes et équitables. C'est un fondement de la mesure et de l'évaluation. Et ça doit toujours orienter les tâches, les activités qu'on fait, ce qui encourage le travail de concertation d'une même équipe. Si on travaille en vase clos, c'est beaucoup plus difficile de s'assurer que nos pratiques sont équitables. C'est parfois souffrant de trouver une piste convergente quand dans nos postures, sur le fil, on n'est pas toujours à la même place, mais il faut que chacun y mette du sien pour essayer d'atterrir sur une piste convergente qui va permettre d'attribuer à l'étudiant la note la plus juste possible. Et tout ça dans un cadre qui est réglementaire. On est tenu de respecter les PIA de nos collèges, on est tenu de rendre compte des apprentissages des étudiants en fonction des exigences du devis ministériel. Donc ça, c'est un cadre réglementaire sur lequel on n'a pas de choix. On a beau ne pas être confortable avec l'approche par compétence, ne pas aimer ça, trouver que ça a été mal libellé. C'est notre travail de rendre compte de ça. On est embauché pour enseigner un programme d'études rédigé par compétence et attribuer la note la plus représentative des apprentissages réalisés par l'étudiant. Et la PIA de notre collège, le devis ministériel, vont devenir les facteurs déterminants pour construire nos outils d'évaluation. Et des outils d'évaluation, c'est la piste vers des pratiques équitables. Hein? Il fallait que j'aille fini à 10 heures. Il est 10 heures. Excellent. Je peux prendre une ou deux interventions à la suite de ça, s'il y en a. Sinon, on aura l'occasion de revenir à la fin. Est-ce que j'ai des échos favorables? Est-ce que vous êtes envahi par une vague de forme tsunami? Est-ce que ça vous rejoint? Est-ce que c'est cohérent? Je vois des signes positifs. Je vais donc aller de l'avant. Après vous êtes positionné quelque part là-dessus, je vais regarder vos défis. Ils se situent où? Et souvent, c'est drôle. Aider les profs à changer leur vision de l'évaluation. Bien, on voit, hein? Changer, c'est un mot de rupture. Pas bon dans la convergence. Évoluer,
essayer de se rejoindre. C'est souvent porteur. Il faut changer nos grilles. Oh, changer les grilles, c'est beaucoup trop en rupture. Faire évoluer nos grilles, les rendre meilleures. Je ne vais pas toutes les prendre un par un. S'assurer que la grille d'évaluation parle suffisamment à l'étudiant pour l'amener à s'améliorer. Il y a tout un volet de rétroaction. Hein. L'évaluation, ce n'est pas juste attribuer une note, c'est effectivement faire de la rétroaction. Je ne l'ai pas abordé, mais il ne faut pas le perdre de vue. S'assurer que l'évaluation atteste bien de la maîtrise des éléments de compétence, donc on est bien en lien avec le devis. Évaluer en contexte signifiant. Là, je cherche des cartons sur l'équité. Levez la main, ceux qui ont parlé, qu'un des défis, c'est l'équité. D'habitude, il y en a quelques-uns. Et ça, quand c'est notre préoccupation, l'équité, c'est là aussi une piste intéressante pour arriver à des solutions convergentes, même si ça nous demande des compromis. Parce qu'au nom de l'équité et au nom de la note la meilleure, si chacun travaille dans le même sens, on vient quand même de dénouer un nœud important. On continue. J'aime beaucoup ça quand même. On va maintenant se dire, ça peut ressembler à quoi des outils d'évaluation? Et je vais vous distribuer 4 formules différentes. Naturellement, je vous demande de ne pas nécessairement regarder le choix des mots puis la finesse des outils. C'est des outils que j'ai fabriqués pour vous permettre d'apprécier les différences entre les différents types d'évaluation. Il y en a des plus modestes, il y en a des plus sophistiqués. Ce que je veux que vous fassiez avec cet exercice-là, c'est vous demander, quand je regarde ça, lequel me permet d'attribuer avec plus d'équité la même note à un étudiant. Donc, lequel est le plus fiable dans l'attribution de la note. Est-ce que ma consigne est claire? Donc, les mêmes équipes, vous ramassez vos cartons, puis on fait un changement d'enveloppe, vous me ramenez vos enveloppes, puis je vous en donne une autre avec 4 grilles à comparer. Ce qu'on va faire maintenant, on va regarder c'est quoi les différents types de grilles qui existent. Vous savez, une grille, c'est toujours perfectible. Et les différents types de grilles que je vous ai présentés, elles ont tous des avantages et des inconvénients. Donc, il faut être capable d'apprécier quelles sont les forces d'une grille, quelles sont les faiblesses, pour peut-être en arriver à se construire, nous, une grille qui prend le meilleur de chacun. Donc, les différents... Attendez, je me cherche maintenant. Les différents types d'outils d'évaluation. Il existe des listes de vérification que certains appelaient autrefois les checklists. Il existe des échelles uniformes. Il existe des échelles descriptives. Quand on utilise, moi j'ai choisi d'utiliser le mot échelle descriptive. Dans la littérature, il y a des auteurs qui parlent d'échelles qualitatives, mais très souvent, les gens utilisent des échelles qualitatives pour attribuer des notes. Donc, elle n'est pas juste qualitative. Et d'utiliser le mot qualitatif, je trouve que ça vient opposer le qualitatif et le quantitatif. J'aime pas ça. En quelque part, il faut être en harmonie l'un et l'autre. Donc, d'utiliser l'échelle descriptive, ça nous permet de comprendre qu'on parle d'une échelle dans laquelle il y a de la description. Et dans ces échelles-là, la description peut être analytique, peut être globale, mais peut être aussi hybride. Quand vous lisez des auteurs, les gens vont vous parler d'échelle analytique, d'échelle globale. Peu d'entre eux vont vous parler d'échelle hybride. Ce concept d'échelle hybride-là, je l'ai mis au jeu parce que depuis 10 ans qu'il y a des enseignants qui venaient me montrer leur grille. Oui, mais j'ai pris un peu de ci, puis un peu de ça, puis gars, ça donnerait ça, puis ça tient-tu la route? Beaucoup de pratiques qu'on crée peuvent tenir la route si elles s'inscrivent dans des fondements de mesure et d'évaluation. Donc, je vais vous montrer, ça peut ressembler à quoi une grille hybride qui permet parfois d'en arriver à des pistes concertées. Donc, peu importe le type d'échelle qu'on regarde, ce qui est important, c'est qu'une échelle doit s'appuyer sur des critères d'évaluation et ces critères d'évaluation-là doivent découler du devis ministériel. Je ne décide pas d'évaluer la créativité dans un texte parce que ça me tente si dans le devis ministériel, je n'ai pas d'indication ou si ce n'est pas devenu pour une raison de couleur locale une préoccupation départementale qu'on veut donner et qu'on adopte tous ensemble. Donc, les choix d'évaluation sont dictés par les critères de performance du devis ministériel. Mais à partir de là,
comment on traduit ça en jugement, c'est là où les outils d'évaluation vont venir nous aider à baliser ce jugement professionnel-là. La première grille, c'est la grille verte. La grille verte correspond à une liste de vérification. Qu'est-ce que c'est une liste de vérification? C'est plusieurs éléments. Ça peut être des sujets, ça peut être des termes, ça peut être des étapes d'une procédure. Ça pourrait être une liste de critères. L'avantage de cette grille-là, c'est quand même assez facile de s'entendre sur les éléments qu'on veut évaluer. Et c'est déjà quand même mieux que de corriger un rapport de stage puis de se dire ça vaut B ou ça vaut A, sans s'être entendu sur les éléments. Donc, cet outil-là, qui est un outil embryonnaire, a quand même la qualité de donner un message transparent à l'élève sur des éléments qui vont être évalués. Maintenant, le checklist, à l'origine, a été fait pour vérifier est-ce que quelque chose est présent ou absent. C'était fait avec oui, non, ou 0 ou 1 point. Par exemple, une procédure de traitement des plaies en soins infirmiers. Est-ce qu'il a mis ses gants? Est-ce qu'il a stérilisé la plaie? Est-ce qu'il y a ci? Est-ce qu'il y a ça? 50 étudiants vont faire exactement le même geste. C'est une procédure. As-tu sauté l'étape des gants? Pour les infections. Donc, on peut avoir une formule checklist. Dans la transition de pratiques plus traditionnelles vers des pratiques plus nouvelles, il y a des gens qui ont utilisé la checklist, mais qui ont ajouté à ça une pondération. Donc, ils vont dire, on va regarder les éléments, mais au lieu de regarder juste si c'est présent, on va mettre 5 points à un, puis 8 points à l'autre, puis 10 points à l'autre. C'est comme une liste de vérification qui devient une grille de correction. L'avantage, c'est que c'est pas trop long à mettre en forme. Ça donne un portrait rapide à l'étudiant de ce qui est fait puis de ce qui n'est pas fait. Mais quand vient le temps d'attribuer une note, la qualité de la réalisation, elle n'est pas explicite. Qu'est-ce qui fait que je donne 5 points pour un sujet amené dans une introduction? Est-ce que c'est parce qu'il a amené le sujet qu'il y a des points, ou si le sujet est carrément pas bon, j'y donne 0 point, mais il en a mis un sujet amené. Bref, n'étant pas prof de littérature, je ne peux pas aller plus loin dans cet exemple-là. Mais je veux quand même, oui. Je ne les récupère pas, mais j'en ai pas une par personne, mais vous pouvez les utiliser, oui. Donc, oui. J'ai une question. Cette grille-là, si elle était hyper détaillée, à savoir que chaque élément évalué aurait une checklist. Vrai ou faux pour le sujet amené, vous avez les 10 choses suivantes. Est-ce que ce serait mieux? En fait, dès qu'on rend plus explicite un outil d'évaluation, c'est mieux. Même si ça fait 3 pages? Même si ça fait 36 pages. Mais on va se perdre à un moment donné. Mais c'est sûr que le défi, c'est d'arriver avec l'outil qui n'est pas complexe au point où on n'arrive pas à la même note. C'est toujours le défi d'en arriver à la même note, peu importe l'enseignant. Donc, la liste de vérification que je vous ai mis, qui est embryonnaire, qui a des intérêts pour l'évaluation formative, n'est peut-être pas assez explicite pour s'assurer que 2 profs qui corrigent 2 introductions vont mettre la même note. Ceci dit, j'ai vu votre main, ça ne sera pas long. Ceci dit, moi, je pense qu'un prof qui corrige a une grille cachée dans sa tête et qu'il le sait, lui, si ça mérite 5 sur 5 ou 2 sur 5. Le défi, c'est de la rendre explicite, cette grille-là. Il y avait une question? Dans votre opinion, est-ce que c'est mieux d'avoir un feuille avec la description détaillée et les exemplaires ou 2 feuilles, un avec les critères de choses, puis le deuxième feuille pour l'évaluation en notes? Vous allez voir que quand vous me posez des questions, je ne réponds jamais une chose. Je vais dire, ça peut être les deux, ça dépend. Si votre outil est tellement détaillé que l'étudiant va s'y perdre, bien, je vous dirais peut-être que vous pouvez en faire une formule simplifiée pour l'étudiant et un outil de jugement d'enseignant un peu plus étayé. Mais parfois, le même instrument pourra servir à l'enseignant et à l'étudiant et on n'a pas toujours besoin d'avoir 2 versions. Ça dépend des contextes. Donc, cette liste de vérification-là, si c'est ce qu'on utilise, ça peut être un point de départ pour rendre plus perfectible notre jugement en essayant de rendre explicite qu'est-ce qu'on entend chacun d'entre nous, qu'est-ce qu'on a comme grille cachée quand on attribue les points. Mais pour la fiabilité de la note,
quand on examine les fondements de la mesure et de l'évaluation, ça ne traduit pas des éléments de fidélité, de fiabilité, parce qu'il manque des notions explicites. Le deuxième type d'échelle qui existe, c'est des échelles uniformes. Vous en avez un exemple dans la grille orange que je vous ai mis. Donc, qu'est-ce que c'est une échelle uniforme? Une échelle uniforme, c'est quand on s'est donné un repère pour articuler notre jugement, et ce point de repère-là, dans l'échelle, est appliqué à tous les critères. Donc, cette échelle-là peut utiliser des qualificatifs. Ça pourrait être très clair, plus ou moins clair, assez clair. Elle peut utiliser des fréquences, toujours, la plupart du temps, quelquefois. Elle peut utiliser différentes notions, excellent, moyen, minimal, se conforme à tout point, ajustement mineur, ajustement important. Bref, il s'agit d'une lunette qui dirige le regard de l'enseignant. C'est facile à mettre en forme si on a nos critères. C'est intéressant pour l'évaluation formative. C'est critérié, ça situe l'étudiant sur ce qui va être évalué, mais encore là, qu'est-ce qui est satisfaisant pour un et très satisfaisant pour l'autre? C'est pas nécessairement fiable au niveau de la note. Si on veut un outil d'évaluation équitable, il faut que quand on l'utilise, on arrive à situer l'étudiant au même niveau. Donc, une échelle comme ça, c'est intéressant parce que ça structure l'évaluation, la façon de porter le regard pour attribuer la note, mais il manque l'élément explicite de ce que correspond à chacun de ces critères-là pour que la notation soit plus fiable d'un enseignant à l'autre. Donc là, vous avez un exemple très satisfaisant, plus ou moins satisfaisant. Quand je vous parlais des fréquences tantôt, ça peut être des fréquences, toujours, la plupart du temps, quelquefois, mais ça pourrait être de dire, dans ma grille, moi, je veux quand même une échelle plus quantifiée, je veux compter le nombre de fautes par page, ou je veux compter le nombre de fautes par mot, ou je veux... Donc, il pourrait y avoir une échelle plus quantitative. Là, l'imposteur de français que je suis, parce que quand je vous donne des exemples en français, je le donne toujours à titre un peu d'imposteur. Je vous dirais que ceux qui viennent devant moi défendent que ça, c'est vraiment très objectif. Bien, de la subjectivité, il y en a partout. Qu'est-ce que c'est une faute? Si j'ai pas mis de majuscule, c'est une faute aussi grave que la syntaxe. Tout le monde au-dessus le même nombre de points pour une virgule. Vous êtes très franc, la virgule, il faudrait que je fasse un atelier là-dessus. Donc, bref, c'est pas parce qu'on a une échelle quantitative qu'elle est nécessairement objective, parce qu'elle peut traduire des façons de déterminer qu'est-ce qui est une faute, qui est influencée par nos propres croyances et perceptions. Donc, ça ne veut pas dire de ne pas avoir recours à une échelle quantitative. Parfois, si on corrige puis je vous ramène dans votre rôle de référent, un rapport de recherche en technique d'éducation à l'enfance, bien, il y aura plusieurs critères qui témoignent de la compétence et peut-être que l'enseignant, déjà, s'il utilise une échelle quantitative, puis qu'ils se sont entendus en département, qu'est-ce que c'est une faute, puis une demi-faute, puis un point, puis un demi-point, puis jusqu'où on va, ce sera peut-être pour eux un premier pas, même si on est peut-être dans la pénalité au lieu d'être dans l'évaluation positive. Donc, je ne dis pas que c'est mauvais d'utiliser ça. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas se préoccuper de la langue. Mais quand on utilise une pratique puis qu'on la positionne sur notre fil entre les deux pratiques, cette pratique-là qui va compter, qui va corriger, est plus morcelée que l'appréciation globale. Je me permettrai un autre exemple, libre à vous de le trouver pertinent ou non. Si je corrige un texte dans lequel je compte les fautes et que la personne a utilisé « René joue avec son ballon »,« Alice rit avec papa et maman », peut-être qu'elle n'aura pas fait de faute. Quelqu'un qui va s'être lancé dans un texte beaucoup plus complexe, beaucoup plus signifiant, puis qui a accroché un S à mauvaise place, va peut-être perdre un point, alors que l'autre ne le perdra pas, ou va peut-être avoir fait une petite erreur de syntaxe. Est-ce que l'attribution des points pour la langue rend justice à l'appréciation de la
compétence langagière. On est dans la perception d'utiliser notre français dans une compétence langagière. Donc, dans cette perspective-là, de dire celui qui est le plus compétent, est-ce que c'est celui qui pousse ses idées de manière plus complexe? C'est des paramètres avec lesquels il faut jouer, il faut réfléchir, et ce n'est pas des paramètres avec lesquels on a des solutions claires du jour au lendemain. Et parfois, de commencer par ça, ça donne une balise commune, parce que notre responsabilité, c'est d'attribuer la même note si on était des enseignants différents à un étudiant. Mais c'est sûr que cette notion de compétence langagière-là, c'est la clé, je pense, pour mobiliser les enseignants des autres disciplines autour du français. S'ils sont convaincus que d'être meilleurs en français va les rendre des meilleurs experts dans leur discipline, ils vont peut-être comprendre qu'ils devraient en faire un critère d'évaluation. Une infirmière en soins infirmiers qui laisse des notes à son dossier qui sont incompréhensibles, n'aura pas la crédibilité professionnelle. Et si les enseignants ne s'en préoccupent pas, bien, en bout de ligne, ça fait une expertise qui n'est pas aussi étayée que si elle maîtrisait la langue. Et c'est valable en sciences humaines. Si on est capable de pousser notre pensée avec des idées complexes, on sera un sociologue qui pourra aller plus loin dans son analyse que s'il s'est limité à faire des textes de faible niveau pour ne pas perdre des points pour la langue. Ceci dit, je ne suis pas celle qui prend ces décisions-là. Je suis là pour vous faire un peu le reflet de quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et en évaluation, il ne faut quand même pas perdre pied. Il faut arriver à attribuer une note aux étudiants qui est représentative de ces apprentissages. Et parfois, il faut commencer par des outils comme ceux-là. Mais un jour, en examinant les cadres de référence, on peut oser aller un peu plus dans le jardin voisin et en équipe départementale, faire des pas vers des pratiques qui sont plus globales, qui sont plus appréciatives. Il y a un texte que j'ai lu en 93 qui disait on devrait passer de corriger des copies à évaluer des productions. Corriger, évaluer, c'est apprécier dans la globalité. Donc, l'échelle uniforme, quantitative, ça peut être un outil réinvesti dans un outil hybride, mais il faut être conscient qu'on est plus proche d'une pratique plus traditionnelle. Troisième type de grille que je vous ai distribué, la bleue, je me suis permis de reprendre la grille qui avait été produite pour le baccalauréat international, qui avait été déposée par les REPFRAN du Cégep André-Laurando au Carrefour l'année dernière. Qu'est-ce que c'est une grille analytique? C'est une grille où pour chaque critère d'évaluation, on a une échelle. Donc, quand on a une échelle pour chaque critère, bien, déjà, le jugement est plus explicite. Qu'est-ce qui fait que je vais mettre bien à l'étudiant? C'est parce que sa copie correspond au paragraphe qui est décrit dans bien. Donc, pour orienter le jugement, pour mettre 8 sur 10, si on a un paragraphe clair qui situe le niveau de performance de l'étudiant, au niveau de l'attribution de la note, c'est beaucoup plus fort que les deux outils précédents. Donc, la grille d'évaluation descriptive analytique, elle a la qualité d'être claire au niveau de la rétroaction pour l'étudiant, parce que pour chaque critère, il est capable de se positionner. Et elle a la qualité d'être plus fiable au niveau de la notation. C'est un outil, je vous dirais, qui est beaucoup utilisé dans le réseau actuellement. Les gens qui commencent à bâtir des grilles d'évaluation vont souvent vers les grilles analytiques. Il y a des inconvénients à cette grille-là parce que pour attribuer la note, on doit faire la somme des critères. Dépendamment des travaux, l'attribution d'une note par la somme des critères n'est pas toujours représentative de la compétence. Parfois, l'étudiant va avoir cumulé des points un peu partout, puis la note que ça lui donne, on trouve que ce n'est pas le reflet. Donc, c'est le désavantage de cet outil-là. On peut compenser. On peut mettre plus de pondération à certains critères. On pourrait mettre des seuils de réussite à certains critères. Donc, comme enseignant, on est capable de compenser avec ça. Dans une dissertation, je ne sais pas. J'ai tendance à penser que la somme des parties, c'est peut-être souvent le reflet d'un tout. Mais quand vous êtes REPFRAP et que vous accompagnez quelqu'un en soins infirmiers qui veut corriger la langue, si elle n'a pas de raisonnement clinique, puis qu'elle a réussi tout le reste, elle ne peut pas passer. Donc, il y a des situations où des grilles d'évaluation analytique, ça ne convient pas.
Donc, il faut quand même toujours être au clair sur qu'est-ce qui attribue la note qui est le meilleur reflet de la compétence d'un étudiant. Oui? En fait, je le lis en ce moment, je suis en train d'évaluer, puis là, ils sont très faibles. Puis là, t'en as qui n'ont aucun contenu, mais qui font presque pas de faute. Et à l'inverse aussi. Et puis, à chaque fois, je me dis un peu pour me conforter que, en fait, ben, il faut y donner que cette partie-là de la compétence, il la maîtrise, et celle-là. Mais en même temps, la solution peut être éventuellement un double standard où tu dis, ben, il faut que tu réussisses chacun des critères pour que je te dise, que je puisse vraiment dire que tu atteins la compétence et pas juste des parties de la compétence et puis qu'au total, ça donne à peu près quelque chose d'acceptable. Mais, la notion du double standard est parfois incontournable. Quand on pense à l'épreuve uniforme, où vous avez, je pense, des triples standards, c'est normal de retrouver dans des cours de français des standards parce qu'on veut les préparer à réussir l'épreuve uniforme. Mais si on revient à notre cadre de référence, puis qu'on multiplie les standards, on est dans la réussite morcelée et non intégrative. Donc, est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour cette situation-là? Peut-être, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Donc, est là la réflexion, hein? Mais c'est toujours d'essayer de se repositionner sur notre fil. Où est-ce qu'on se situe par rapport à l'approche par compétence? Oui, parfois, on n'aura pas le choix de mettre un double standard, mais en même temps, il faut éviter de les multiplier. On aura une période de questions et d'échanges. Si c'est pour aller plus loin là-dedans ou si c'est pour clarifier la grille analytique. C'est ça, c'est un peu en lien avec ça, mais je peux garder pour le... Si c'est pour la grille analytique, c'est bon. C'est juste qu'effectivement, dans le spectre, justement, je pense que la discipline français m'a comme déteint sur moi en pensant que justement, un outil comme ça est plus adapté à la discipline française parce que justement, les critères, même s'ils sont morcelés, se rapprochent quand même beaucoup des critères de l'épreuve, notamment les blocs compréhension, interprétation, organisation et développement et langue. Puis, à quelque part, d'avoir ces critères-là comme diagnostic pour l'élève, il veut savoir c'est où qui a à s'améliorer. J'ai l'impression que d'avoir des critères très spécifiques sur, OK, dans la langue, oui, j'ai un problème avec la langue, où ça se situe, ben là, il peut voir, ben, OK, je fais beaucoup de fautes de grammaire. Puis, on dirait qu'instinctivement, l'analytique est plus proche du développement de la compétence. Beaucoup plus intéressante pour l'étudiant. Et avant d'être conseillère pédagogique, j'étais enseignante et ce que j'ai fait faire à mon équipe, c'est des grilles pour les stages, des grilles analytiques pour l'évaluation formative, puis des grilles globales pour le jugement. Mais il y a quand même beaucoup de grilles analytiques utilisées dans le réseau qui permettent d'attribuer une note juste, équitable, et que plusieurs enseignants attribueraient la même note. Donc, on n'est pas nécessairement obligé d'aller vers les grilles globales. Oui? Par rapport à la grille analytique, est-ce que c'est préférable de pondérer les différents critères ou de créer plus d'un critère pour quelque chose qui est plus important? Moi, je remarque ici, il y a 2 critères qui portent sur le contenu. Ça donne la moitié des points au contenu. Est-ce que d'ajouter des critères en fonction de ce qu'on valorise, c'est mieux ou c'est mieux de pondérer davantage? Je ne peux pas répondre à ça. Ça dépend des expertises disciplinaires et de ce qui est important, mais c'est sûr qu'il faut toujours essayer de pondérer par rapport à l'importance de cet apprentissage-là par rapport aux autres. Ça, c'est clair qu'on a cette latitude-là, mais il faut éviter de multiplier les critères. On va y arriver tantôt. 18 critères, ce serait trop. Donc, un troisième type de grille, une grille globale. En fait, je ne vous ai pas vraiment remis de grille globale, mais la grille rose, la première échelle correspond à une échelle globale. Qu'est-ce que c'est une grille globale? C'est quand on a plusieurs critères d'évaluation et le descriptif qu'on rédige, il intègre l'ensemble de ces critères d'évaluation-là. Donc, au lieu d'avoir une échelle par critère, on a une échelle globale intégratrice de l'ensemble de ces critères-là qui est rédigée pour aller donner la note. Ces grilles-là sont beaucoup plus puissantes au niveau du jugement professionnel. Parce que s'il y a une action que l'étudiant doit absolument avoir, je peux, dans mon standard de performance, aller rédiger, dans mon seuil de réussite, aller rédiger, il faut absolument que l'étudiant, pour avoir 60%, il soit capable de faire ci, de faire ça, de faire ça. Donc, c'est très puissant pour attribuer la compétence à l'élève. Par contre, c'est très complexe à concevoir. Les gens qui ont une pensée analytique, quand ils vont corriger avec cette grille-là, ils vont prendre leur surligneur, puis ils vont dire, OK, l'étudiant, pour ça, il est là, puis pour ça, il est là,
puis pour ça, il est là. Bien là, ça veut dire que vous êtes mieux de vous faire une grille analytique. La grille globale, elle ne correspond pas à la représentation que vous faites de la compétence des étudiants. L'autre facteur, c'est que des fois, la grille n'est pas bien construite. C'est tout un art que de construire une grille globale. Et parfois, les gens ont tendance, quand ils font une grille globale, à tout mettre parfait dans l'excellent, tout mettre moyen au milieu, tout mettre minimal à 60. Fait que là, l'étudiant qui lit la description de 60, il dit, ben là, ce critère-là, je suis super bon, comment ça que tu me mets 60? Donc, il ne faut pas rédiger des niveaux de performance qui se déclinent de manière mécanique en étant tous à la baisse. Il faut rédiger, ça ressemble à quoi un étudiant qui a 60? Ça ressemble à quoi un étudiant qui a 75%, en nuançant l'équilibre entre chacun de ces critères-là. Et ça, c'est tout un art. Donc, une grille globale, la rose que je vous ai distribuée hier, son échelle globale, quand elle va l'utiliser, elle va peut-être s'apercevoir que ses niveaux sont mécaniques et que ça ne fonctionne pas bien. C'est un premier jet, elle pourra l'ajuster. Cette grille-là, c'est une étudiante qui l'a produit dans un de mes cours, donc elle-même par rapport à elle-même. Si elle était dans une équipe départementale et qu'elle l'avait proposée à ses collègues, peut-être que déjà ses collègues lui auraient dit « Fais attention, tu vas faire quoi? » Et elle aurait pu peut-être l'améliorer avant même de lui faire prendre le terrain. Donc, la notion de grille globale, c'est vraiment quand on a plus qu'un critère qui se décline dans un même texte. Je vous en ai mis une à l'écran qui est plus simple peut-être, qui est appuyée juste sur 2 critères et qui propose un texte à la lumière de ces 2 critères-là. C'est une grille qui vous avait aussi été distribuée l'année passée, ceux qui étaient ici, qui a été conçue par les enseignantes de français du Cégep Marie-Victorin. Je l'ai mis à l'écran parce qu'une grille globale, on peut parfois faire juste une grille puis mettre tous nos critères dedans, mais tantôt, quand on arrive dans la grille hybride, on peut aussi avoir quelques critères qu'on met ensemble pour une grille globale, quelques-uns analytiques, on peut en avoir un quantitatif, donc on peut se faire une grille à la carte en fonction des critères qu'on veut. Cette grille à la carte-là, c'est celle que j'appelle la grille hybride. Ce que vous avez à l'écran, c'est rien à voir au français, c'est quand j'enseignais l'électrothérapie. C'est pour vous montrer un peu la structure. Si on regarde cette grille-là, la première échelle, elle est quantitative, elle compte des erreurs. Les 2 autres échelles suivantes sont des descriptives analytiques. Et moi, j'avais choisi que ma 4e échelle était dichotomique. Les échelles dichotomiques, parfois, dans certaines circonstances, on peut décider que c'est tout noir ou tout blanc. Si je vous donne l'exemple de l'évaluation des attitudes, puis que je vais évaluer la transparence, on n'est pas un petit peu transparent, moyen transparent ou beaucoup transparent. On est transparent ou on ne l'est pas. Donc, les échelles dichotomiques, dans certains contextes, peuvent nous aider à rendre le meilleur jugement possible. Si vous prenez la rose, elle aussi, c'est une grille hybride. Qu'est-ce qu'elle a fait comme hybride? Elle a fait une échelle globale pour ses 4-5 premiers critères. Si vous tournez la page, elle a une échelle plus quantitative pour la qualité de la langue et elle a une échelle analytique sur réviser les structures de texte. Donc, elle s'est faite une échelle qui l'aide, elle, à rendre le meilleur jugement possible en fonction des choix qu'elle a fait. Elle a fait ça dans le cadre d'un cours universitaire. Mais ce sont des outils qu'on peut développer en équipe en fonction de où on est rendu en équipe pour rendre le meilleur jugement possible. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous ces outils-là sont perfectibles. Elles ne prennent pas la route en étant parfaites, mais elles gagnent à être travaillées en concertation. Et là-dessus, je vous libère 10 minutes. OK, alors nous allons reprendre. Nous sommes rendus à l'étape de réfléchir à quelles seraient les règles à suivre et les pièges à éviter. Je vous dirais que ma démarche qui me permet aujourd'hui d'élaborer des grilles d'évaluation efficaces, je l'ai documentée dans un ouvrage qui a été publié aux presses de l'Université du Québec. Et aujourd'hui, je n'ai pas le temps de tracer avec vous chacune des étapes. Donc, j'ai mis les principales règles, les principaux pièges à éviter. Mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez consulter cette publication-là. Oui? Est-ce que vous mettrez vos notes ça va être en vidéo. C'est parfait. Oui. Donc,
la première chose à faire, c'est qu'il faut toujours se rappeler que l'évaluation, c'est pas quelque chose d'improvisé, c'est quelque chose de planifié. Il faut se préparer à l'évaluation. Et souvent, quand vient le temps d'évaluer les travaux d'étudiants, si déjà on a été très clair sur l'action à réaliser, les consignes, le niveau taxonomique attendu, qu'est-ce qu'on s'attend comme production, ça ressemble à quoi ce qu'on veut corriger, c'est déjà porteur de copies qui vont peut-être être plus faciles à corriger. Donc, évaluer, ça commence d'abord dans la préparation. Et c'est pas parce qu'on fournit une grille d'évaluation à l'étudiant que ça contient les consignes, les étapes et les éléments attendus. Donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il faudra donner à l'étudiant des consignes claires. Il faudra d'abord nous-mêmes avoir réfléchi à ce qu'on attend comme prestation. Ensuite, je vous ai dit qu'on doit développer nos outils à partir de critères d'évaluation. Ces critères-là sont ancrés dans les critères de performance. Il y a des collèges qui reconduisent tels quels les critères de performance du devis ministériel et qui s'en servent comme critères d'évaluation. Il y a d'autres collèges qui utilisent les critères de performance comme cadre de référence pour connaître le standard, le niveau attendu et qui reformulent des critères d'évaluation. Vous travaillez avec vos balises institutionnelles. L'un comme l'autre sont permis par le ministère parce que le ministère, quand il a rédigé des critères de performance, il n'a pas appelé ça critères d'évaluation, il a appelé ça critères de performance. Donc, ça situe le niveau attendu. Ceci dit, ça ne nous empêche pas de les utiliser comme critères d'évaluation, sauf que parfois, dans certains devis ministériels, des critères de performance, il y en a 18 ou 22. Trop de critères, ça fait quoi dans notre ligne d'équilibre? On revient dans le morcellement, on perd de vue la globalité. Donc, il faut faire attention quand on choisit nos critères d'évaluation, de ne pas choisir des critères d'évaluation trop nombreux qui nous font perdre de vue l'étudiant. Es-tu capable de faire la tâche ou il n'est pas capable? Un critère d'évaluation bien formulé doit être formulé à partir d'un résultat observable. Donc, connaissance de, avoir acquis, comprendre, ce n'est pas des éléments observables, c'est des éléments intériorisés. Il faut essayer de les formuler en paramètres observables. Et un critère d'évaluation doit être pertinent. Comment on juge de la pertinence d'un critère d'évaluation? C'est quoi notre lunette pour juger si un critère est pertinent ou non? Le devis ministériel. Si j'enseigne en soins infirmiers, puis que je demande un rapport de stage, puis que j'ôte des points pour la page titre, est-ce que je suis dans la compétence clinique du soins infirmiers? Si je suis en sciences de la nature, puis que je veux qu'ils apprennent à faire des rapports de laboratoire rigoureux qui devront parfois être publiés, diffusés, là, peut-être que dans mon devis, j'aurai de la rigueur dans la production. Donc, il faut toujours se demander, mon critère, est-ce qu'il est pertinent au regard du standard attendu? Donc, enlever des points pour une page titre, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit jamais faire ça, mais je suis en train de dire que ça doit se défendre à partir de notre devis ministériel. Donc, un critère observable, un critère pertinent et un critère d'évaluation qui se soucie du niveau taxonomique attendu. Si l'énoncé de compétences est analysé, bien, je ne devrais pas avoir des critères d'évaluation qui se limitent à décrire ou énumérer ou identifier. Donc, je dois rendre l'étudiant sur le plan cognitif à la même exigence que ce qui est attendu dans le devis ministériel. Donc, sélectionner les critères d'évaluation, les formuler, s'entendre sur cette lunette-là qui va nous servir d'ancrage pour le jugement, c'est déjà un premier exercice assez costaud. L'enjeu, quand on pense ensuite à la grille, parce que le critère, un coup qu'il est formulé, c'est quand même que j'ai un critère très bien formulé, si je décide de lui accorder 10 points, on l'a dit tout à l'heure, ce qui va faire la force d'un outil, c'est si l'outil est explicite. Et là, quand on vient pour rédiger une grille, le vrai enjeu, c'est de décrire vraiment. Je vais vous mettre à l'écran une grille, une échelle, et je vais vous demander d'en juger. Le critère d'évaluation, c'est la conformité dans les présentations des références et de la bibliographie.
Donc, l'enseignante a voulu rédiger une échelle descriptive en utilisant des mots pour rendre explicite sa pensée. Les références et la bibliographie sont présentées de manière très conforme, sont présentées de manière conforme, sont présentées de manière plus ou moins conforme. Est-ce qu'on est dans la description? Ça aurait pu être une échelle uniforme en haut, très conforme, conforme. Est-ce que c'est fiable pour attribuer des points? Non. Qu'est-ce qui est très conforme? Qu'est-ce qui est conforme? Donc ici, on a utilisé des mots pour essayer de décrire notre pensée. C'est une première étape. C'est pas efficace. Si on avait voulu décrire ça vraiment, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Premièrement, le plus important, c'est d'identifier 60% c'est quoi? Le standard de performance correspond à quoi? Pour réussir dans ce critère-là, quelles sont mes exigences? C'est quoi ma grille cachée qui fait que je vais y mettre 60 ou non? Il faut que je l'aie au clair puis que je le rende explicite. Alors, j'ai fait l'exercice d'essayer d'améliorer ça. Je vous propose une échelle qui décrit vraiment à la lumière de ce que moi, j'utilise. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. Vous pouvez vous positionner autrement par rapport à ça. C'est pour vous donner une idée, ça ressemble à quoi d'écrire vraiment. Donc, d'écrire vraiment, c'est pas utiliser uniquement des adverbes, il faut se méfier de ça. D'écrire vraiment, si je pense à mon standard de performance, 60%, pour moi, le rapport cite les sources consultées. Les références peuvent être mal introduites dans le texte. Les informations sont peut-être incomplètes dans la bibliographie. Malgré tout, il y a suffisamment d'informations pour retracer les ouvrages. Ça, c'est mon 60%. Et avec une grille comme ça, on a plus de chances d'arriver à la même note si on corrige un travail d'étudiant avec un texte aussi explicite. Ça serait quoi? 4 sur 5, 80%? Ben, il y a peut-être quelques maladresses, il y a peut-être quelques erreurs dans la ponctuation, les majuscules, les caractères italiques, mais je ne trouve pas ça majeur. 5 sur 5, oups, 5 sur 5, il a fait ça comme je voulais, il a décrit en respectant les normes. Insuffisant, j'ai mis 2 niveaux. Le rapport manque de constance dans le respect des normes. Certains éléments sont conformes, mais d'autres trop incomplets pour permettre de retracer la source. Scalon dit que, il dit ça où, puis quand, puis l'étudiant, il n'a pas voulu plagier, là, il dit, ben, que c'est Scalon, mais pour moi, c'est pas 60%. Là. Je veux dire, mettre nos références, c'est pour permettre de retracer les sources, puis retracer le contexte, puis... Donc ça, pour moi, c'est insuffisant. Absent, les références utilisées n'ont pas été citées, l'étudiant doit être considéré comme ayant commis un plagiat, et là, je dois référer à ma PIA. Donc, j'ai utilisé une échelle qui se veut plus explicite et qui devrait aider les enseignants à arriver au même jugement quand ils utilisent cette échelle-là pour attribuer une note pour ce critère-là. Elle est là, la plus-value de l'échelle qualitative. Elle permet de mettre en mots pour nous permettre d'arriver à la même note. Si on avait eu du temps, j'aurais pu, avec cette échelle-là, vous faire corriger différents travaux et vous seriez sans doute arrivé à la même note. Donc, il faut voir dans l'échelle descriptive une plus-value pour la notation. Je vous en montre un autre que je vous demande d'examiner puis de me dire si vous pensez que ça décrit vraiment bien. On est loin du français, on est en réadaptation physique et je voulais que l'étudiant fasse un plan complet des interventions. Donc, il devra faire des interventions auprès d'un patient. Et ça, le critère, est-ce qu'il m'a fait un plan complet? Et là, bien, pour mettre 5 points, le plan est pertinent et cohérent, les interventions proposées sont efficaces. Pour mettre 4 points, le plan est approprié et les interventions sont bonnes. 3 points, le plan est plus ou moins clair. 2 points, le plan est incomplet, il n'adresse pas tous les problèmes. Le plan est absent. C'est bon, ça? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Ici, on n'a pas un fil conducteur. Si on a mis un critère d'évaluation, ça devrait être notre lunette pour décliner les niveaux de performance à la lumière de ce plan d'intervention-là. Et ça arrive souvent qu'on a comme critère d'évaluation la pertinence de quelque chose, puis finalement, dans le minimal, on dit, ben c'est pas clair. Mais là, c'est la clarté ou la pertinence, ou les deux. Mais l'échelle
qui est bien décrite doit prendre ancrage dans le critère d'évaluation qui prenait ancrage dans le devis. Et c'est difficile à faire, mais cette gradation-là, c'est la gradation qui devrait nous servir de fil conducteur. L'exemple précédent, on était toujours dans la même conformité des normes de présentation. Donc, d'écrire vraiment, en prenant ancrage dans notre critère d'évaluation, va nous aider à avoir une échelle qui rend compte de l'apprentissage qui doit être évalué pour l'étudiant. C'est bon? L'enjeu le plus important, je l'ai dit, c'est d'identifier le standard de performance, identifier le seuil de réussite. Ça correspond à quoi 60%? Et ça correspond à quoi 60%? C'est des décisions concertées. Si on veut assurer l'équité qu'on a identifiée au point de départ dans notre tableau, bien, il faut qu'on s'entende sur qu'est-ce qui fait qu'on est en échec, puis qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas en échec. La notion du standard de performance a des répercussions importantes dans le cheminement scolaire des étudiants. Ce n'est pas un carreau qui peut être rempli à la légère, c'est le plus important. Il y a des auteurs en évaluation qui disent qu'on devrait commencer par rédiger celui-là. On n'a pas toujours le vocabulaire, on n'a pas toujours ce qu'il faut pour commencer à rédiger celui-là. Souvent, en classe, avec mes étudiants en évaluation à l'UQAM, je leur fais commencer par rédiger excellent, puis rédiger insuffisant. Ça leur donne un peu de vocabulaire sur les deux extrêmes et ça les aide à se dire, OK, 60 maintenant, c'est quoi? Qu'on commence par un, qu'on commence par l'autre. D'abord, qu'on a compris que le standard de performance, c'est vraiment le nœud le plus important dans lequel on doit être au clair. C'est déjà un premier geste. Les étudiants adeptes de la cote R s'attendent de nous qu'on ait cette même rigueur-là pour tous les échelons. Et avec le temps et avec nos outils, on devrait arriver à avoir des notations qui permettent de rendre compte des apprentissages de l'étudiant, même dans les autres niveaux. Quelques mots sur la notation et le nombre d'échelons, parce que je me fais souvent poser des questions là-dessus. Premièrement, le nombre d'échelons. Dans une grille, la plupart des auteurs s'entendent qu'on devrait avoir de 3 à 6 échelons. Il y en a qui pensent qu'on devrait toujours avoir un nombre pair d'échelons pour éviter d'aller positionner le jugement entre les deux. Ça, c'est vrai quand on a des grilles à échelle uniforme ou quand on a des grilles chiffrées. Mais quand on a une grille descriptive, ce qui fait qu'on va aller positionner l'étudiant sur l'échelle, c'est la description qui en est faite. Tantôt, l'échelle pour les références, c'est vraiment le texte. Je n'aurais pas tendance à le mettre au milieu parce qu'il y en a 4 ou parce que... Donc, dans une échelle descriptive, le nombre d'échelons n'a pas nécessairement besoin d'être pair. Il pourrait être impair. Il faut rédiger autant d'échelons qu'on est capable de se représenter de niveau de performance de l'étudiant. Et plus on aura d'échelons, plus on aura une notation fine. Si je fais juste 3 échelons, j'en ai un qui est échec, puis les 2 autres, c'est réussite. Ça veut dire que de 60 à 100, j'ai juste 2 paragraphes pour départager ça. Ça va être très difficile d'avoir une notation qui est précise par rapport aux apprentissages réalisés par chaque étudiant. Donc, une grille, c'est perfectible. On n'est pas toujours capable d'en faire 6 du premier coup. On est mieux d'en faire 4 qui tiennent la route, puis de la bonifier l'année suivante, puis d'en faire une 5e, que de se lancer dans une grille avec des échelons qui finalement vont être artificiels. Mais en quelque part, entre 3 et 6 échelons, c'est la ligne directrice qui ressort dans tous les ouvrages sur l'évaluation. Maintenant, un coup qu'on a notre nombre d'échelons, puis on ne le sait pas avant de partir, c'est en les rédigeant bien souvent qu'on voit est-ce que j'ai un autre niveau entre les deux que je suis capable d'aller définir. Mais un coup qu'on a rédigé ça, il faut mettre des points en haut des échelons si on est dans la perspective d'attribuer une note. Si on est dans le formatif, c'est parfait, on peut mettre juste des superlatifs. Mais si on est dans la perspective de vouloir attribuer une note, il faut mettre des points. Premièrement, quand on met des points, il faut s'assurer, vous allez trouver ça exagéré que je vous dise ça, mais je vous le dis pareil, il faut s'assurer qu'on a une case qui est à 60%. Ça semble évident. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut qu'on aille en quelque part dans notre grille, notre standard de défini. Ça ressemble à quoi l'étudiant qui a 60%? Et il y a des
personnes qui vont avoir décrit chacun des niveaux et lorsque l'étudiant correspond à un niveau, il lui met la note. Donc, il y aura 10 sur 10, ou il y aura 8,5 sur 10, ou il y aura 7 sur 10, selon la description qui correspond le mieux à son travail. C'est une façon de faire. C'est pas tout le monde qui est confortable là-dedans, parce qu'il y en a qui disent, il y a des étudiants qui se situent... Je dois avoir il y a des étudiants qui se situent vraiment là quand je corrige leur travail, peut-être pas vraiment là. Donc, il y a des étudiants qui peuvent correspondre, quand je lis leur description, plus au paragraphe excellent qu'au paragraphe très bien, mais ils ne l'ont pas parfaitement. Fait que là, si je mets 10 sur 10 à tout le monde, ça m'achale un peu. Donc, on pourrait choisir, à certains niveaux, de moduler un peu la note. Je pourrais dire, bon, ben, dans mon niveau très bien, là, des fois, j'en ai que c'est pas tout à fait ça, mais ils sont quand même pas dans l'excellent, ils sont quand même pas juste dans le bien. Je vais me laisser un jeu. Je pourrais mettre 8 ou 9. S'ils atteignent vraiment tout ce qui est écrit là, ils auront 9. Sinon, je le mettrai 8. Donc, on a le droit de moduler un peu notre échelle, mais il faut faire attention pour ne pas la moduler de manière à ne pas être capable de la défendre. Parfois, les enseignants vont mettre 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5. À partir d'un paragraphe, comment je vais défendre ça à un étudiant? La posture de polariser notre échelle, s'il rencontre parfaitement, il l'a. S'il ne l'a pas tout à fait, mais il ressemble vraiment quand même plus à ce paragraphe-là, je le situe à l'autre pôle de cette catégorie-là, ça peut aller. Mais c'est sûr que si vous mettez des 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, l'étudiant va dire pourquoi lui il a 8.3 et moi j'ai 8.4. Et là, ça devient glissant à justifier. Donc, c'est des éléments qui peuvent être pris en considération. Oui? Comme ce besoin-là de polariser, ça viendrait du fait que le descriptif est peut-être pas encore... C'est-à-dire que idéalement, il faudrait tendre vers un descriptif qui, en soi, permet plus de trancher. Impossible à faire. Okay. Non, mais je veux dire dans le sens que à polariser comme ça, c'est... Les chercheurs de l'UQAM vous diront que dans un monde idéal, c'est ça qu'il faudrait tendre, mais c'est pas réaliste. On ne peut pas prévoir tous les cas de figure. Donc, la réalité terrain, elle fait en sorte que ce n'est pas possible. Et dans le prolongement de cette intervention-là, quand je fais une grille pour la première fois, je laisse parfois des écarts de points entre deux niveaux, ce qui fait que si j'ai fait une échelle juste à 4 niveaux, puis je me doute bien quand mon bien puis mon excellent, il y a un autre niveau, bien, ils auront la note entre les deux. Au lieu de finir ça à 89 puis que l'autre, elle commence à 90, mais je vais peut-être la finir à 80, puis l'autre débute à 90, parce que je sais que ma grille est nouvelle, puis sur le terrain, il y a peut-être un niveau qui fait qu'il y a des étudiants qui vont tomber dans cet intervalle-là. Ils auront 85. Donc, c'est une technique que je me permets parce qu'une grille est perfectible et parce que c'est en l'expérimentant sur le terrain qu'on s'en aperçoit et parce que je ne veux pas que les étudiants soient victimes d'une grille qui ne me permet pas de mesurer avec exactitude leurs résultats. Dans la deuxième grille, vous aurez remarqué que j'ai aussi suggéré 2 niveaux insuffisants. On n'a pas toujours le temps de faire ça la première fois qu'on fait un outil. Mais c'est très utile pour attribuer une mauvaise note à une mauvaise production. Un étudiant, parfois, à qui on mettrait 50, va peut-être réussir quand même le cours parce qu'on est encore dans une posture de PIA qui additionne des notes. Mais peut-être que si on y avait mis 28, il aurait échoué. Fait que là, si on y met 28, il va dire « Pourquoi tu me mets 28? Si j'avais 40, je réussissais le cours. » Puis là, si on a un seul descriptif qui couvre les performances de 0 à 60 %, c'est pas toujours facile. Si on a été capable de rendre explicite, ça ressemble à quoi quelqu'un qui est en échec, mais qui est sur le bord de réussir, par rapport à celui qui est carrément loin de la perspective de réussite, c'est beaucoup plus facile à défendre devant un étudiant. Donc, ça aussi, c'est une piste intéressante de moduler les niveaux insuffisants. Toujours en étant au clair avec un échelon qui est à 60 %. J'insiste sur l'échelon 60 % parce que je corrige souvent des productions en évaluation et il y a des enseignants qui, parfois, ont un critère qui vaut 4 points. Puis là, ils vont mettre 4, 3, 2, 1. 2 sur 4,
C'est 50%. Ça veut dire que l'étudiant qui aurait 2 sur 4 tout le long, il va être en échec. C'est pas vrai que c'est minimal. Donc, il faut s'assurer que notre standard de performance est campé dans la grille. À l'UQAM, ça prend C pour réussir à la faculté d'évaluation, à la faculté d'éducation. C, c'est 70%. Mon seuil de performance, mon seuil de réussite, il faut qu'il soit assez, puis il faut que je rende explicite qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est la note de passage, puis en bas de ça, c'est l'échec. Donc, il faut être conscient de cette notion-là. Il ne faut pas adopter des pratiques qui font en sorte que notre seuil de réussite n'a pas été rendu explicite dans notre grille. Oui? Une question, pourquoi les 2 cases s'appellent insuffisants? Est-ce que... Ah, il faudrait leur trouver un nom. Très insuffisant. Absent. Vous savez, ce qui va être tributaire du corps. Je vais reprendre la parole, c'est mon privilège. Ce qui va être tributaire du choix, c'est vraiment le texte qui va être en dessous. Le qualificatif, il nous situe un peu, mais lui, il n'influence pas la note. C'est vraiment le texte qui vient décrire le niveau. Et dans les choix des mots, beaucoup de gens sont créatifs et proposent toutes sortes de choses. C'est vraiment, il faut utiliser ce qu'on pense qui est évocateur. J'avais tendance, dans mes premières grilles, à utiliser le mot « supérieur ». Puis là, les gens disaient « Ouais, mais là, supérieur, ça veut dire quoi? Ils sont supposés d'être capables, s'ils ont tout atteint, d'avoir 100. Supérieur, ça veut-tu dire qu'on veut en haut de 100? Ah, c'est vrai, on pourrait mettre excellent. » Donc là, j'ai changé ça. Il y en a d'autres. Il y a Angela Mastracci qui a fait des travaux sur la créativité, qui propose une échelle avec des mots tout à fait originaux. Et elle n'est pas dans excellent, très bien, elle est dans révélateur quand c'est à 60. Puis mais on peut mettre l'échelle qu'on veut, d'abord qu'elle est comprise, qu'elle est explicite. Donc ces mots-là sont là juste pour situer un peu le niveau, mais ils ne sont pas arrêtés. Est-ce que ça va jusque-là? Là, je vais vous faire jouer dur. Là, on se connaît, hein? Vous êtes très franc. Ça vient cogner à votre bureau. Un nouveau prof de formation technique sollicite votre aide car il a appris qu'il doit corriger la langue dans les rapports que ses étudiants produisent. Il ne veut pas utiliser de code. Il ne veut pas compter chacune des fautes. Il a une maîtrise satisfaisante de la langue et sait reconnaître globalement les difficultés des étudiants en français. Vous lui proposez la grille orange. La grille orange, il y a 4 critères dedans. Je vais vous expliquer où est-ce que je les ai pris parce que je me disais que je lui propose quelque chose qui tient la route, mais qui peut toujours être révisé. J'ai pris ça dans un article de correspondance qui avait été écrit par Renaud Bellemare, qui proposait des critères d'évaluation pour évaluer le français quand on est dans des disciplines autres que le français. Donc, vous êtes avec votre enseignant et vous lui proposez cette grille-là et il réagit en disant « Ouais, mais comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est très satisfaisant et qu'est-ce qui est satisfaisant? » Donc, vous vous affairez à rendre explicite qu'est-ce que ça pourrait être chacun des niveaux. Ce que je vous propose, c'est que vous choisissiez un des critères d'évaluation et que vous essayiez de le rendre explicite. Et là, je ne voudrais pas que tout le monde aille le même. Donc, comment je vais partager ça? Il y en a combien? 4. Alors, la table au fond, critère 1, critère 2, critère 3, critère 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. C'est bon? Vous avez 15 à 20 minutes pour me faire ça. J'aurais aimé qu'on prenne le temps de faire une plénière pour que vous puissiez partager entre vous les différentes pistes. Le temps file et je veux garder du temps pour une période de questions et d'échanges. Donc, je ne vais pas faire la plénière. Je vais par contre vous donner peut-être quelques points saillants
qui m'ont été transmis à quelques tables en lien avec cet exercice-là. Et on pourra ensuite se garder au moins 15 minutes pour une période de questions et d'échanges en lien avec l'évaluation. Cet exercice-là était difficile à faire pour vous parce que je vous mettais dans un rôle de référent et vous n'aviez pas l'expert disciplinaire avec vous. Donc, quand on dit que l'évaluation doit s'exercer en contexte, vous en avez une preuve, là. Hors contexte, c'est beaucoup plus difficile de porter un jugement. Le contexte était un peu défini dans l'encadré du haut en vous disant on est dans le domaine de la santé et c'est sûr que produire un rapport d'intervention dans le domaine de la santé, on était dans la piste du rapport médical qui est géré par un ordre professionnel. Donc, dans la grille, les 4 critères viennent évaluer un étudiant qui fait une note médicale qui va être lue par une équipe multi. Quand on regarde les critères, on peut penser qu'il y a du chevauchement entre les critères et ça devient difficile de s'obliger à rédiger une seule échelle en sachant pas si les autres échelles ils vont être redondants parce que là, vous n'aviez pas de contrôle sur les autres échelles. Mais quand vous-même, vous travaillez une grille complète, vous avez du contrôle à éviter la redondance. La clarté du message, c'est vraiment le message transmis. L'infirmière, est-ce qu'elle a compris qu'on ne l'amène pas dans les escaliers cette semaine? Il n'est pas assez fort. Okay? Peut-être que c'est plein de fautes, mais elle a-tu compris le message? Alors que le respect du code grammatical, c'est est-ce que c'est bourré de fautes, cette affaire-là? Okay? La communication disciplinaire. On a dit qu'on rédige un rapport qui va correspondre aux normes d'un ordre professionnel. Vous n'avez pas l'expert disciplinaire avec vous, mais il vous aurait dit que l'ordre professionnel réglemente la structure du rapport. On doit respecter un acronyme, ce qui fait que l'étudiant qui ne respecte pas la structure du rapport, mais qui écrit quand même les informations essentielles, peut-être qu'on va y mettre 60%. Il a mis les informations, mais c'est pas synthèse, puis il a fallu que je me tape une page complète, puis finalement, c'est écrit, là, qu'il ne faut pas que je l'amène dans l'escalier. Mais ça n'a pas respecté les normes, donc c'est moins efficace. Donc, clarté du message, est-ce qu'on le comprend? Structure du rapport, est-ce que ça rend le travail efficace? Les fautes, ça nuit à un moment donné à la crédibilité. Il ne veut pas compter les fautes. Donc, c'est quoi les pistes qu'on peut faire? On peut quand même aller vers une échelle plutôt quantitative en lui disant est-ce qu'il y en a plus ou pas? Est-ce qu'il y en a quelques-unes échappées à l'occasion? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Et ça n'affecte quand même pas la compréhension du message. Et est-ce qu'il y en a beaucoup puis je ne comprends pas le message? Je ne sais pas finalement si je peux aller dans les escaliers ou pas, puis c'est à cause d'un problème de langue. Là. Donc, cette notion-là d'échelle quantitative n'oblige pas à compter une à une. Il y en a 17. Oh non, je vais vérifier. Il y en a 18. Oh non, finalement, 16. Ben ouais, il y en a combien, là, tu sais? C'est pas parce qu'on va vers une échelle quantitative qu'on est obligé de les compter. Si, quand on lit le rapport, on est capable de voir émerger les problèmes, bien, à ce moment-là, l'enseignant peut quand même prendre en compte la compétence langagière dans son évaluation. Et il va le faire s'il est convaincu que l'expert qu'il est en train de former sera davantage expert s'il maîtrise cette compétence-là. Il est là l'enjeu. Donc, convaincre le prof que ça va faire une note qui est plus représentative de la compétence réelle. Parce que dans un dossier médical, quand on écrit plein de fautes, on perd de crédibilité. On n'est pas reconnu aussi expert que si on s'exprime adéquatement. Donc, ces critères-là, quand on veut les décliner, important de démêler les éléments de chevauchement, important d'essayer de les décliner pour favoriser une note la plus juste possible, mais pas un exercice facile à faire quand on n'est pas dans notre domaine d'expertise. Donc, je vous l'ai fait faire dans un domaine qui ne vous appartient pas, avec un expert qui est absent. Vous étiez dans le contexte le plus difficile possible pour y arriver. Ce qui fait que quand vous allez vous efforcer de le faire dans vos propres réalités, ça devrait être un jeu d'enfant. Dans les règles à suivre et les pièges à éviter, évitez les critères trop nombreux. Les experts disent 4 à 5 critères. Ça veut-tu dire qu'on peut aller à 6, à 7, des fois 8? Oui, mais 18, c'est trop. Pourquoi?
parce qu'on revient dans du morcelé, on perd de vue la globalité. Faire attention à la formulation négative. Des fois, on va rédiger notre échelle, puis là, quand on arrive à l'insuffisant, ben, on va dire, ben, c'est insuffisant parce que c'est pas clair. Mais là, l'étudiant va dire, ben oui, c'est clair. Donc, au lieu de rédiger à la négative, il faut essayer de rédiger qu'est-ce que l'étudiant a fait et qui ne convient pas. Hein, si je vous dis, le mur n'est pas vert, ça ne vous dit pas de quelle couleur est le mur. Okay? Donc, il faut essayer de rédiger à l'affirmative. Et ça, la première fois qu'on fait une grille, on ne le sait pas toujours. On n'a pas toujours les mots pour dire ça ressemble à quoi la performance échouée. Donc, on peut, à l'occasion, dans une de nos échelles, utiliser une formulation négative en bas de 60%, mais on est vigilant, on sait qu'on a un maillon ferme dans notre grille et quand on corrige les travaux d'étudiants, on s'alimente pour être capable d'étoffer davantage notre dernier critère. Excuse-moi. Oui. On décrit le niveau insatisfaisable. Bien, c'est difficile de ne pas utiliser la formule négative. Oui, c'est difficile. Mais, tu sais, comme par exemple, nous, on a les règles d'éthique répondent parfaitement aux exigences de l'ordre. Ça, c'est dans l'excellent. Oui. C'est que dans l'insatisfaisant, ça serait les règles d'éthique. Bien, ça pourrait être l'étudiant a manifesté des comportements répréhensibles ou il faut essayer de le formuler à l'affirmative. On a demandé qu'il respecte toutes les étapes d'une procédure. Au lieu de dire qu'il n'a pas respecté la procédure, il a respecté partiellement les étapes. Certaines d'entre elles ont été exécutées avec des erreurs. Tu sais, au lieu de dire qu'il n'a pas respecté, essayez que l'étudiant reconnaisse ce qu'il a fait dans le texte. Et finalement, le dernier piège, il faut éviter de chercher à tout prévoir. La grille super détaillée, parfaite, qui prévoirait tout, premièrement, c'est utopique. Et deuxièmement, ça enferme un peu le jugement parce qu'à un moment donné, il y aura toujours un cas de figure qu'on n'a pas prévu. Pernoud, dès 2004, nous disait « Le flou des échelles d'appréciation est le jeu de l'engrenage pour éviter que la machine ne se bloque. » Donc, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait un ou deux étudiants qui ne rentrent pas dans la grille, qui tombent entre deux critères, puis qu'on y met la note entre les deux. Si j'en ai 17 sur 42, bien là, je devrais me dire il y a lieu de faire un nouveau niveau de performance. Donc, c'est des règles générales qui peuvent vous accompagner quand vous voulez rendre plus explicite le jugement que vous devez produire. Je terminerai en vous demandant pourquoi faire des grilles descriptives. Vous diriez quoi? C'est pour l'élève. C'est très formateur pour l'élève. Pour le prof, l'attribution de la note. De préciser ses attentes aussi. Rendre explicite les attentes. L'équité. L'équité. Puis, est-ce qu'on devrait toujours utiliser ça? Non. L'évaluation finale, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Parce que l'étudiant, on l'a suivi tout le long de la session, on lui a expliqué quoi faire. On n'arrive pas avec une grille qu'on n'a jamais entendu parler. Là. En fait, normalement, une grille d'évaluation, pourquoi on utiliserait ça? C'est parce qu'on est dans une tâche complexe, puis les productions sont différenciées, et on a besoin d'un outil explicite pour savoir ce travail-là qui est très, très différent de celui-là, il rentre dans quelle catégorie. Donc, normalement, les grilles d'évaluation, c'est vraiment quand on a besoin de rendre explicite, ça ressemble à quoi un niveau de performance, quand les productions des élèves sont différentes. Une compétence, c'est un savoir-agir complexe. Une épreuve complexe, si on veut attribuer une note comparable, a à gagner si elle est explicite. Et je vous dirais, je termine avec un petit extrait de Romainville qui dit « Évaluer n'est pas à enregistrer de manière externe et objective des acquis, comme un thermomètre marque la température. Au contraire, évaluer revient à construire un point de vue sur des performances censées représenter des acquis. » Donc, on est dans une démarche où on essaie de décoder la compétence de l'étudiant à travers la performance qu'il nous a livrée dans un outil d'évaluation où notre jugement peut s'exercer. Et cet outil d'évaluation-là, si je suis dans une tâche complexe, pour réussir à attribuer la même note, la note équitable,
va passer par un outil d'évaluation explicite. Donc, il va y avoir des contextes où c'est uniquement à l'épreuve finale qu'on va utiliser une grille. Il va y avoir d'autres contextes où si on a plusieurs tâches complexes au fil de la session, on peut utiliser des grilles. Mais c'est sûr que si je fais faire un test de lecture ou si je fais faire un exercice spécifique de vérification de connaissances qu'on peut avoir besoin de faire en cours de route, bien, on n'aura pas nécessairement besoin d'une grille d'évaluation pour toutes ces épreuves-là. C'est vraiment quand on est dans une production complexe. Plus que de changer notre outil, c'est changer notre regard qui importe. On devrait passer du morcelé vers le global et l'intégré. Je vous laisse là-dessus et j'accueillerai vos questions, vos commentaires.